Bon, on y va. Merci beaucoup pour cette introduction. Je voulais tous vous saluer. Moi, c'est la première fois que je sors de France depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans. Je crois que vous aussi, c'est la même chose, hein, avec cette histoire de Covid. On a fait on a appris à faire des congrès en distanciel, en fait. Mais c'est quand même pas la même chose qu'en présentiel. Donc, moi, je suis très content d'être ici. On m'a demandé de parler du genou dégénératif. Vous allez voir, je vais en parler. Ce matin, on a parlé un petit peu on va dire plus du genou traumatique. Ok, moi je vais pas vous parler. Vous allez voir, je vais pas vous parler de ligaments quasiment. Hein, je vais vous parler plutôt de ménisque. Je vais vous parler d'os, de cartilage avec l'arthrose, bien évidemment. Et tout ça grâce à Marie-Martine, qui est mon adjointe en fait dans le service. Également Xavier Héral, qui connaît très bien le genou, qui lui est rhumatologue, et Alexandra Roren, qui est physical-thérapeute, kinésithérapeute dans le service. Alors première chose qui est importante, c'est la localisation. En fait, moi je fais quasiment que ça, c'est la localisation de la douleur. La douleur au niveau du genou, elle peut être sur l'appareil extenseur, donc à ce moment-là on parlera d'une douleur antérieure, et elle peut être des compartiments latéral et médial. Elle est exceptionnellement postérieure, on n'en parlera pas, et donc elle est soit localisée, soit diffuse. La douleur localisée antérieure, la pathologie la plus fréquente, hein, quand je dis la plus fréquente, je parle de la pathologie, on va dire, tendineuse, c'est la tendinopathie rotulienne, c'est à peu près 90%. La tendinopathie quadricipitale, c'est quelque chose de beaucoup plus rare. C'est rare, c'est surtout chez les sportifs que l'on voit ça, alors que la tendinopathie rotulienne, oui, je vous dis, c'est 90%, 9 pour une tendinopathie quadricipitale. Et ce qui est important, c'est que vous savez que dans les tendinopathies, ça peut être une maladie du corps du tendon, de l'insertion du tendon sur l'os, ou de la jonction myotendineuse. Pour ce qui est du tendon rotulien, donc que l'on voit, je ne sais plus si ça marche. Non, je vais faire avec ça. Le tendon rotulien qui est ici. Ici, on a la rotule et ici, on a le tendon quadricipital. Eh bien, la plupart des tendinopathies du tendon rotulien sont des tendinopathies de l'interface tendon-os. D'accord ? C'est vraiment le tendon qui est sur la pointe du corps du tendon ou la deuxième, c'est tendon sur la tubérosité tibiale antérieure. Et le troisième exceptionnel, c'est juste le corps du tendon, ça c'est exceptionnel. Et pour ce qui est du quadriceps, c'est essentiellement également une tendinopathie vraiment de la liaison tendon-os. C'est pour ça que je vous ai mis les par ordre de fréquence, pointe de la rotule, insertion de la TTA, puis corps du tendon. Alors j'ai mis aussi insertion du quadriceps, ça ne veut pas dire que c'est fréquent, je vous ai dit que c'est pas fréquent du tout, mais si on prend les tendinopathies quadricipitales, elles sont quasiment toutes des tendinopathies au niveau de l'interface os. C'est important, hein, ça. Notamment, là on n'a pas le temps d'en discuter, mais c'est notamment essentiellement pour les infiltrations. En gros, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on n'en fait pas du tout, hein. Je parle de la tendinopathie en général. Okay, là, nous, on le verra tout à l'heure, on n'infiltre jamais, mais dans les tendinopathies qu'on infiltre, c'est pas la même chose d'infiltrer l'interface tendon-os que d'infiltrer le corps du tendon ou la jonction myotendineuse, notamment. Donc c'est Revel qui faisait beaucoup cette distinction, notamment dans les épicondylites Revel, hein, où il avait très bien montré qu'il y avait vraiment des épicondylites qui étaient des vraies maladies de l'anthèse, quoi, qui étaient une vraie maladie de l'attache du tendon sur l'os, avec une vraie périostite quasiment, et puis une autre épicondylite qui était plus
une tendinite inflammatoire du corps du tendon avec aucun rapport sur l'os. Et donc il faisait pas, par exemple, il infiltrait pas les gens de la même manière. Dans un cas, il criblait l'os, d'accord, et dans l'autre cas, non, il allait avec toutes les précautions plutôt dans le corps du tendon. Ces tendinopathies rotuliennes, donc je vous ai dit, c'est vraiment les plus fréquentes donc de l'appareil extenseur du genou. Elles ont une particularité, c'est on ne les infiltre jamais, d'accord. Alors souvent, quand on parle de tendinite, on parle souvent d'infiltration. C'est des tendinopathies qu'on n'infiltre jamais. Elle est quand même très liée au sport, notamment, vous le savez comme moi, les sports pivots. C'est ce qu'on appelle aussi les knee jumpers, quoi, les sports où on saute beaucoup. Hein. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, Peros, et également par voie topique peuvent être utilisés, mais le traitement principal est un traitement de massokinésithérapie en insistant surtout sur le renforcement musculaire en excentrique du quadriceps, puisque par définition, ce tendon rotulien, il est particulier puisqu'il n'est relié à aucun muscle. Okay, donc, on est obligé de travailler de manière indirecte. Hein, c'est quelque chose d'original. Hein, on n'a pas d'autres exemples. Traitement chirurgical, jamais, sauf exception. Et ce matin, et ça, il faut bien faire la différence. Hein. Ce matin, par exemple, on a parlé, notre collègue chirurgien nous a parlé de tout ce qui est ligamentaire, méniscal, etc. C'est dans un contexte de sportif professionnel. Ça n'a rien à voir dans le contexte d'un sportif ou d'un non-sportif. On ne fait pas la même médecine. Hein. Moi, les sportifs pros que je suis, essentiellement des footballeurs et des tennisman, je les traite pas de la même manière que les autres patients. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu, et le footballeur où on va lui dire bah, si on vous répare le ligament croisé, en fait vous ferez autant d'arthrose que les autres, lui il s'en fout, ce qu'il veut c'est jouer dans les 4 ans à venir, donc c'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui n'est pas avec de l'argent en jeu, beaucoup d'argent. Donc souvent c'est pour ça que d'ailleurs moi je les appelle un peu nos souris transgéniques, hein, les sportifs pros, c'est-à-dire c'est des gens qui sont dans l'excès et qui nous permettent de comprendre les choses, mais en aucun cas ce sont des gens sur lesquels on va calquer nos traitements, hein, bien évidemment. Donc la tendinopathie rotulienne, c'est jamais opéré et c'est exceptionnel. Ça peut être des excisions de calcification avec des techniques, la technique classique et la technique de peignage du tendon. Douleur antérieure diffuse, en fait, dès que c'est diffus, c'est de l'arthrose en fait. Okay. On peut le comprendre puisque l'arthrose est une maladie assez diffuse de l'articulation. Et dans ce cas-là, c'est plutôt la chondropathie, donc en antérieur et diffus, c'est chondropathie rotulienne microtraumatique, avec, vous connaissez ce schéma, hein, en flexion, on a une augmentation majeure de la pression ici, de la patella sur le fémur, et c'est ça qui fait mal, c'est ça qui leur fait mal, ça leur fait mal dans le syndrome fémoro-patellaire, bien évidemment, et puis là, nous, on parle plus de l'arthrose fémoro-patellaire, donc ça avec l'âge, hein, c'est une entité, il y a probablement une continuité dans ces deux entités, mais c'est quand même deux choses différentes, puisque dans un cas, il n'y a pas de lésion du cartilage, et dans l'autre, il y en a, et puis c'est pas du tout le même âge. Et donc on a cette augmentation de pression, et donc bien évidemment, le but, la thérapeutique, ça va être quoi ? D'essayer la thérapeutique dans tout ce qui est, on va dire, ostéochondrale, les thérapeutiques mécaniques visent toujours à diminuer la contrainte sur le compartiment douloureux. C'est toujours comme ça. Donc c'est pas très compliqué. Et donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir après, mais dans ces cas-là, on va travailler surtout sur l'appareil extenseur pour essayer de le rendre un peu plus extensible et pour qu'il y ait moins de contact et moins de congruence. Et puis également pour que l'engagement de la patella se fasse bien. Tout ça est très résumé parce que bien évidemment, mais en 25 minutes on n'a pas le temps de tout faire, il y a tout l'aspect aussi dont je ne vais pas vous parler, mais stabilité. Le genou, il a deux stabilités, il a vraiment la stabilité rotulienne et puis il y a la stabilité, on va dire, dans le plan frontal, varus valgus, qui est également importante.
puisqu'on peut avoir parfois des gens qui viennent nous voir pour une instabilité isolée, hein, et non pas obligatoirement sur un genou douloureux. J'abuse un peu, mais parfois, ou en tout cas des gens qui sont plus gênés par une instabilité que par une douleur. Donc là, vous voyez, lorsqu'on monte les escaliers, on augmente la pression de 3,3 et quand on s'accroupit de 7. Bah, c'est exactement la clinique de nos patients, c'est ce qu'ils nous racontent. Hein. Ils montent ou ils descendent les escaliers, eh bien ils ont une augmentation des douleurs, et puis l'accroupissement souvent devient impossible, et là c'est de la rééducation pure et dure. Les infiltrations n'ont absolument aucun... Et nous, on en récupère énormément. C'est même, je vais même aller plus loin, c'est même pour nous un gage, c'est presque un critère diagnostique. C'est-à-dire qu'ils ont eu les AINS, ils ont eu des topiques, on leur a mis de l'acide hyaluronique, on a mis des corticoïdes, ça marche pas. Bon, ça, c'est dans les arthropathies fémoro-patellaires. L'acide hyaluronique peut fonctionner, parfois j'en mets, notamment chez des jeunes, ok, mais le traitement, il est bien évidemment non pharmacologique, c'est-à-dire les travails bien évidemment de mobilisation de la rotule, hein, ça c'est important. Il y a tout un travail de récupération également de la rotation médiale. Il y a vraiment une anomalie au niveau des rotateurs internes, au niveau du tibia. On étire l'appareil postérieur, mais également latéraux. On renforce le quadriceps devant et les ischios derrière. Les rotateurs externes de hanche, cette fois-ci, abducteur et fléchisseur, et le renforcement des rotateurs internes de jambes, travail proprioceptif, apprentissage de l'autoprogramme, en expliquant au patient, en lui expliquant que ce traitement, il va marcher, mais c'est comme pour l'épaule, c'est quasiment un traitement à vie. C'est-à-dire que s'il arrête, ça va revenir. Et c'est ça qui est un peu frustrant. C'est que souvent on ne l'explique pas aux patients, et donc après ils reviennent et ils vous disent mais ça marche pas, en fait écoutez, si ça a marché, mais ils ont fini par arrêter, et donc ils reviennent vous voir en vous disant le traitement ne marche pas. Si, ça marche, mais c'est parce que vous avez arrêté le traitement, et ça je pense que c'est important, et c'est important de prévenir le patient. Les douleurs localisées en latéral, celle qui est la plus courante, vous la connaissez, c'est ce syndrome de l'essoufflasse. Starting a business is exciting, but it can be... Au niveau de la bandelette du fascia lata. Et donc ça, c'était un papier de Co, Jean-François Co, hein, qui est un MPR de haut niveau, qui est le grand patron de la MPR, de l'appareil locomoteur belge, qui fait beaucoup de médecine du sport, surtout, qui est à la FIFA, qui a beaucoup d'activités au sein de la communauté MPR sportive. Et donc le traitement, là aussi, c'est important, puisque dans ces cas-là, par exemple, on peut faire des infiltrations, c'est des choses qui peuvent se faire, mais c'est surtout l'arrêt. Le repos sportif, c'est très souvent des gens qui vont vous dire, ils ont souvent, la douleur, elle apparaît paradoxalement souvent plutôt dans la période, lorsqu'ils passent le pas, plutôt, hein, la course, et c'est plutôt dans des sports relativement lents, pas dans des sports pivots très puissants, et c'est très souvent la course en fait. Il faut leur faire arrêter la course. On peut utiliser des traitements topiques, des étirements bien évidemment, infiltration. Les interventions chirurgicales sont exceptionnelles, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, notre collègue chirurgien nous en a parlé, il nous a montré quelques diapos, et puis il faut corriger la cause. Donc chez le sportif professionnel, ce sera l'apprentissage d'un nouveau geste qui soit indolore. Et sinon, on peut utiliser des semelles orthopédiques supinatrices, modification du chaussage, reprise de la course à pied progressive. Tout doit être progressif. Et le problème, c'est que, toujours le même, c'est que ça réapparaît assez souvent, notamment les courses longues et à vitesse modérée. Donc c'est vraiment une tendinopathie un peu particulière qui est plutôt dans des sports modérés. Les douleurs localisées latérales, ça c'est toutes les lésions méniscales qui peuvent être externes ou internes. Donc
latéral ou médial. Là, puisqu'on parle du dégénératif, je pense que vous connaissez tout ça, hein, mais c'est juste peut-être pour les plus jeunes, puisque vous êtes quand même un tiers de votre société. Je suis quand même très impressionné. Un tiers de votre société savante, c'est des internes. Moi, j'aimerais bien voir ça. Puisque vous êtes 49 résidents pour, je ne sais plus, en tout cas pour tout ce qui est hospitalo-universitaire. En tout, vous êtes 100 ou un truc comme ça. Ou 100, hein, c'est ce que j'ai lu, hein, c'est ça. C'est énorme. Hein. En France, les MPR, ce que je disais tout à l'heure à Samia, les promos, il y en a 100, alors c'est par an, hein, mais il y en a une centaine quoi, à peu près. Les rhumatos, c'est pareil, mais un peu moins, c'est 90. Donc ça veut dire que c'est quand même, tout ça est très actif. Quoi. Alors le ménisque dégénératif, on a parlé tout à l'heure. Le ménisque, mais quand on dit ménisque, ça veut absolument rien dire. C'est comme si vous disiez j'ai mal à la tête. Le ménisque, il peut être traumatique, il peut être dégénératif, ça peut être aigu, ça peut être chronique. Là, je vais vous parler uniquement du ménisque dégénératif et qui se manifeste par quoi? Le plus simple, hein, c'est la fissure horizontale que l'on voit très bien à l'IRM ici, on la voit ici, hein, vous voyez à gauche, là. Vraiment une fissure. Classiquement, en tout cas, pour les plus jeunes, fissure horizontale, c'est plutôt un ménisque dégénératif, alors qu'une fissure transversale, c'est plus un ménisque traumatique. Mais en fait, il y a les circonstances de toute façon. Okay, il va y avoir les circonstances. Un ménisque cassé, c'est comme une fracture. Hein. Vous savez comme moi, ça se passe de la même manière ou à peu près. Donc c'est un clivage horizontal qui est le plus souvent dégénératif, qui s'accompagne fréquemment d'autres lésions ostéocartilagineuses du compartiment concerné. Le traitement chirurgical est totalement inapproprié. Okay. Ce matin, vous avez entendu, on a dit le ménisque, on opère, etc. Ok, chez un sportif professionnel, sûrement. Chez nous, non. On n'opère pas, sauf, c'est juste le mot-clé dont il faut se souvenir, si ça ne vous intéresse pas trop, le genou et le ménisque, sauf s'il y a un fragment qui est libre. Là, s'il y a un fragment qui est libre, que le patient est douloureux, qu'il est gêné, pour peu qu'il soit coincé de temps en temps, à ce moment-là, on peut discuter d'une chirurgie. Et pour le ménisque, c'est celle-là que je voulais vous montrer surtout. C'est Xavier Herral qui a énormément décrit ça. C'est ce qu'on appelle la périménicite. Pourquoi? Parce que on passe un peu à côté, on ne sait pas trop, on dit c'est de l'arthrose, on infiltre dans l'articulation et souvent on n'est pas très brillant. En fait, c'est une espèce de... D'ailleurs, souvent avec un kyste, hein, on le voit ici à l'IRM, il y a un petit kyste ici, c'est très externe ou interne, donc très latéralisé, pardon, et c'est assez facile, c'est ce qu'on appelle une périménicite, avec une douleur vraiment exquise, qu'on reproduit à peu près à 80 degrés de genou fléchi, comme ça à 80 degrés, et on va juste l'infiltrer, l'ocodolenti, et le patient, est guéri, entre guillemets, alors qu'il souffre depuis longtemps, et on lui dit, oui, c'est probablement une gonarthrose, etc. Non, c'est la périménicite, et c'est Xavier Herral qui a beaucoup milité pour ça, et c'est vraiment très, très utile, en fait. Et ça se fait au cabinet du médecin. Douleur localisée médiale, eh bien, il ne faut pas oublier, parce qu'on en voit de plus en plus, puis avec l'IRM notamment, c'est tout ce qui est impaction, fracture et ostéonécrose. N'oubliez jamais ces trois choses quand même, qu'on voit beaucoup. Alors ça va du vrai enfoncement du plateau tibial jusqu'à une vraie, quasiment une ostéochondrite disséquante hein, chez l'adulte, hein, où en fait on a un décollement quasiment du cartilage, en passant par l'ostéonécrose qui dans ces cas-là, comme pour la fracture, est quelque chose d'osseux. Néanmoins, la fracture, elle peut être soit vraiment une fracture de fatigue ou de contrainte de l'os, et puis elle peut être une microfracture vraiment du plateau, avec là, cette fois-ci, une composante cartilagineuse qui est importante. C'est important, pourquoi? Parce que, par exemple, ces gens-là, moi, le seul traitement, c'est de les mettre en décharge, hein, parce qu'ils ont quand même de grandes chances.
ils ont une grande chance dans l'année, si on n'arrive pas à les améliorer, de finir avec une prothèse, hein, pour certains. Donc, genoux douloureux mécaniques, diagnostic en fonction de l'âge et de l'activité. Chez les adultes jeunes, on va dire que ce sont les lésions méniscales, tendineuses, fractures de fatigue, la chondropathie fémoro-patellaire également. Et n'oubliez pas, chez les jeunes de moins de 50 ans, hein, l'histoire elle est toujours comme ça, on les voit, ils viennent, ils ont le genou qui gonfle, ça dure depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis finalement, ils ont une synovie vilonodulaire, surtout en Afrique du Nord, où vous en avez beaucoup plus que chez nous, donc n'oubliez pas ça. Et il y a tout ce qui est ostéochondromatose, je pense essentiellement aux ostéochondromatoses post-traumatiques, c'est-à-dire sur des genoux qui ont été arthroscopés, par exemple, à 18-20 ans, et ces gens-là, souvent, font des ostéochondromatoses ensuite à distance. L'adulte de plus de 50 ans, dans 90% des cas, c'est un problème arthrosique. Les fractures, bien évidemment, par insuffisance osseuse. L'ostéonécrose, n'oubliez pas. Et puis, là aussi, c'est la gonarthrose destructrice rapide. Hein. Ce patient qui a une arthrose sur la radio et qui a toujours mal, on infiltre, on dit mais oui, mais on lui a fait des radios. Puis on lui refait une radio 6 mois après, il n'a plus d'interligne. Je pense que c'est intéressant de les détecter assez tôt. Moi, je les infiltre très vite avec de l'hexatrione et surtout, je les mets en décharge. Parce que eux, ils en ont quand même 90% de chances de finir avec une prothèse dans l'année qui suit. Donc, ça en vaut la peine. Et ils sont souvent pas obligatoirement très, très vieux. Et puis, la périménicite, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la pathologie méniscale du vieux, entre guillemets, en tout cas du sujet. Donc, la douleur médiale ou latérale diffuse, c'est plutôt la gonarthrose. Là-dessus, on va aller un peu plus vite, mais je vais essayer de vous montrer. Il se trouve que toutes les recos internationales, et il trouve qu'en plus j'y ai participé, pas à la CR, parce que je ne suis pas américain, mais j'ai fait ECHEO et ORCI. Eh bien, il y a un certain nombre de nouveautés que je voulais vous montrer. C'est bien évidemment, et vous le savez, l'évaluation de la balance bénéfice-risque qui aujourd'hui est fondamentale dans une maladie qui ne tue pas les gens, ou alors de manière très indirecte via la sédentarité, mais c'est un autre débat. Et donc c'est une voie royale pour les traitements non pharmacologiques et les traitements locaux, qui eux vont être des traitements soit orthétiques, soit pharmacologiques, les traitements locaux. On abandonne la CR, par exemple, vous regardez la CR, il n'y a plus de traitement Péros, hein, c'est terminé. Ça n'existe plus, sauf si les anti-inflammatoires, parce que si on les prescrit de manière intelligente, ça peut être bien évidemment utile et ça marche très bien dans l'arthrose. Donc ça, on a fait un focus, vous voyez, sur la tolérance des traitements, c'est vraiment la grande mode en ce moment pour la gonarthrose, avec, alors là c'est un peu petit, mais juste pour vous dire qu'il y a en tout 4 steps, il y en a 5. Il y a un step initial qui est en haut sur le PRP, dans la gonarthrose et dans l'arthrose de cheville. Après, je ne sais pas ici, mais en France, il y a un vrai conflit d'intérêts, c'est-à-dire que c'est un acte qui n'est pas codé. Donc aujourd'hui, à Paris, on vous dit, on va vous faire 3 PRP, en vous expliquant que c'est quasiment de la médecine régénérative, etc. Et donc, on va vous faire payer ça très, très cher. Ça va coûter entre 250 et 500 euros l'injection. Comme l'acide hyaluronique a été déremboursé, voilà, mécaniquement, c'est une manière de se retrouver et de gagner pas mal d'argent, puisque, en fait, c'est non codifié, donc ça passe sous le radar. Ok, je pense que c'est un énorme conflit d'intérêts, ça. Donc nous, pour l'instant, en tout cas, comme toujours, moi je dis, je veux bien, nous on fait en ce moment un essai thérapeutique de PRP dans la discopathie active Modiquin. C'est un essai qu'on fait avec Montpellier, et ça je pourrais vous donner des résultats lorsqu'on aura fini. Les traitements plus récents, le dernier, le traitement le plus récent, hein, il n'a pas inventé c'est le flexion, hein. C'est ce que c'est un corticoïde en fait, et c'est pas n'importe lequel, c'est de la triamcinolone américaine avec un véhicule qui fait que la demi-vie, au lieu d'être de 2 ou 3 mois, est plutôt de 6 mois. Et voilà, ça c'est le dernier médicament qui a eu son agrément à la FDA
dans l'arthrose ces 15 dernières années. Et puis, il y a un certain nombre de médicaments à visée plutôt, on va dire, structurale qui sont en cours. Il y a un Samumed qui est un inhibiteur de Wnt. Il y a, chez Bonne Thérapeutique, c'est de l'acide hyaluronique couplé à un anti-inflammatoire. On a du FGF18 et la sprifermine. Inhibiteur de NGF, c'est terminé, hein, c'est retiré du marché et on n'ira pas plus loin. Et ça, je voulais juste finir avec ça. Ce papier dans Scientific Report. Hein, Scientific Report, c'est un bon journal. Hein, c'est un journal qui a un impact aux alentours de 7-8. C'est un journal généraliste et qui a montré que sur la douleur, en tout cas, le bracing, l'unloaded bracing, c'est-à-dire l'orthèse de décharge, avait un effet tout à fait significatif sur la douleur par rapport aux témoins. Alors là, vous vous dites, bah oui, mais ils ne sont pas partis du même niveau. Si, ils sont du même niveau. La seule chose, c'est que là, c'est la première semaine, le premier point. Okay, je trouve ça un peu débile d'avoir présenté ça comme ça. C'est un peu confusionnant. La chirurgie, j'ai qu'une chose à vous dire, mais c'est une découverte. Hein. C'est une découverte, c'est-à-dire c'est quelque chose, moi, que j'y croyais pas. C'est dans la PUC. Vous savez que la PUC est énormément revenue, alors qu'il y a 20 ans, on en avait posé, on avait dit, oh là là, c'est fini, ça marche pas. Puis finalement, on a dit, voilà, la prothèse unicompartimentale, c'est pour des gens jeunes, qui ont un genou qui est stable, qui n'ait pas de gros varus ou de gros valgus. Il faut qu'ils aient un pivot donc, stable, je l'ai dit, pas trop de déviation, et surtout un compartiment fémoro-patellaire intact. Et avec ça, c'est vrai que ça marche bien, avec des bons résultats, et en plus, ça ne greffe pas la réussite d'une totalisation de la prothèse 20 ans après. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et puis, c'est surtout, d'un point de vue chirurgical, c'est rien du tout. Quoi? Non, d'un point de vue périchirurgical. Ça n'a rien à voir avec la PTG. PTG, ça, pendant 6 mois de votre vie, vous êtes quand même un peu impacté. Prothèse unicompartimentale, ils sont opérés, 3 jours après, le jour même, ils sont chez nous, et une semaine après, ils rentrent chez eux, ils voient un kiné, point, ils remarchent, ils retournent au boulot. C'est très facile. Donc voilà, c'est ce qu'on dit. Moi, je suis d'accord, et puis j'ai vu arriver des PUC chez des personnes, alors, vraiment pas tous, ils rentraient absolument pas dans ces critères, bien au contraire, chez les personnes très âgées. Et en fait, ça marche hyper bien. Pourquoi? Parce que la personne très âgée, quand je dis très âgée, c'est au-dessus de 80-85 ans. Personne très âgée, lui mettre une prothèse totale, c'est compliqué. On a quasiment une chance sur 4 qu'elle ne passe pas la chirurgie ou qu'elle fasse une EP rapidement. La PUC, je vous ai dit, c'est beaucoup plus simple. Mais ils ont toujours, souvent, ils ont une atteinte, ils sont instables, ils ont aussi probablement souvent le compartiment fémoro-patellaire, donc ça ne devrait ne pas marcher. Mais en fait, ça marche bien. Pourquoi? Parce que, et ça, il n'y a que un MPR qui peut le comprendre, c'est que leur demande fonctionnelle est faible. Qu'est-ce qu'ils demandent? Le vieux de 85 ans, il ne demande pas à retourner sur les pistes de ski ou d'aller jouer au foot avec ses petits-enfants. Il veut aller jusqu'au café, boire un café avec ses potes, aller chercher son pain, son journal. Et ben une PUC, ça marche très bien en fait. Et donc on a une espèce en France, là, depuis c'est très récent, il y a une espèce de poussée de poser ces prothèses avec des résultats qui sont intéressants. Donc en conclusion, j'ai mis les choses qui me paraissaient importantes pour le genou dégénératif. Tendinopathie de l'appareil extenseur, c'est rééducation, jamais d'infiltration. Ménisque dégénératif, pas de chirurgie, sauf si fragment mobile. En tout cas, s'il y a un fragment mobile, il faut y penser. Le concept de périménicite qui me paraît important. La vigilance sur fracture, gonarthrose destructrice rapide qui nécessite une mise en décharge. Et enfin, la définition de la gonarthrose, c'est une douleur du genou qui est diffuse, traitement physique, orthétique et non pharmacologique locaux. Quand je dis locaux, c'est les topiques en fait et les injections. Et dernière chose, c'est la chirurgie. J'ai mis la PUC chez le sujet très âgé.
Voilà. Alors, j'ai eu des coupures aussi.